Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, l'amour frère-sœur, c'est sympa, mais il y a des limites quand même. Ne repousse pas. Pourquoi? Hein? Je te dégoûte. Vous êtes prêts? C'est parti pour le pacte des loups. Alors, Le Pacte des loups est un film d'aventure français sorti en 2001 et réalisé par Christophe Gans. Né en 1960 à Antibes dans les Alpes-Maritimes, Christophe Gans communique très rapidement une réelle passion pour le cinéma en créant dans sa ville natale un fanzine. Après avoir fait ses études à l'IDEC, l'ancienne FEMIS, il va créer avec quelques amis le fanzine Résus 0 qui ne durera que 6 numéros de 1978 à 1980. Après cela, il réalise au début des années 80 son premier court-métrage intitulé Silver Slime, traduit en français par Bave d'argent. Pour les non-initiés, le titre vous dit peut-être rien, mais pour les cinéphiles ayant un minimum de culture, le titre est un hommage à deux légendes du cinéma fantastique italien, à savoir Mario Bava et Dario Argento. Un jeu de mots plutôt bien trouvé pour ma part. Surtout que l'esthétique du film se revendique à 100% des giallo italiens, dont les deux cinéastes cités précédemment en sont devenus les principaux investigateurs. Cependant, si sa première expérience derrière la caméra se passe plutôt bien, la popularité grandissante de Christophe Gans ne se fera pas par la réalisation, en tout cas pas tout de suite, mais par la rédaction avec le magazine culte, malheureusement aujourd'hui disparu, Starfix. Créé en 1983 à travers la société d'édition Scherzo Video, Christophe Gans a fait participer beaucoup de ses anciens confrères, Daniel Bouteiller et Alain Schlokhoff, qui collaboraient déjà avec lui sur Résus 0 et qui officie actuellement sur L'écran fantastique. Christophe Lemaire, aujourd'hui critique chez Mad Movies et qui également chronique pour la web émission Le Bistrot de l'horreur aux côtés d'un autre membre, François Cognard, Doug Headline, connu également pour avoir bossé chez la revue Métal Hurlant, ou encore Nicolas Boukrieff, qui, comme Christophe Gans, est devenu réalisateur. On peut citer entre autres Cortex, Le Plaisir et ses petits tracas, mais surtout Le Convoyeur. Bref, tout ce petit monde se sont battus pendant des années à défendre un cinéma que les autres revues ont rejeté. De Brian De Palma à John Carpenter en passant par Paul Verhoeven et John Woo, Starfix était une revue qui prenait un certain cinéma, en particulier le cinéma dit de genre, notamment l'horreur et la science-fiction, mais surtout a permis aux lecteurs de découvrir une vision s'intéressant aussi bien aux productions hollywoodiennes qu'aux films de série B ou auteuristes. Alors malheureusement, je suis né en 1990, donc c'était pas trop ma génération, mais j'aurais vraiment voulu découvrir Starfix à son apogée, car défendant des valeurs cinématographiques que je soutiens depuis toujours. Cependant, malgré une importante fanbase, une influence considérable dans la critique de films et différents hors-série, Starfix s'arrête en 1990, faute de vente insuffisante. Suite à cela, Christophe Gans en profite pour revenir dans la réalisation plus de 10 ans après Silver Slime, cette fois-ci en long métrage, mais en fait non, mais en fait si. Sorti en 1993, Necronomicon est un film d'horreur à sketch composé de 4 segments, tous inspirés de l'univers créé par l'écrivain H.P. Lovecraft. Co-réalisé avec Brian Yuzna et Shusuke Kaneko, Christophe Gans s'occupe de The Drowned, où un homme ressuscite sa femme grâce aux formules du Necronomicon. Malgré des limites budgétaires et un tournage très court, son segment est sûrement le plus réussi de tous, s'inspirant aussi bien des récits de Edgar Allan Poe, plus que Lovecraft finalement, qu'aux films d'épouvante des années 60 de type La chute de la maison Usher et La maison du diable. Un premier galop d'essai convaincant qui va permettre à Christophe Gans de s'atteler à un projet hautement ambitieux à travers un média qui commence à se polariser dans le monde, le manga. Adapté du manga éponyme de Kazuo Koike et Ryouchi Ikegami, Crying Freeman narre l'histoire d'un tueur japonais opérant pour la mafia chinoise qui, après avoir refusé de tuer une femme ayant été témoin d'un de ses meurtres, va se faire poursuivre par ses supérieurs, un homme qui, à chacun de ses meurtres, verse une larme, d'où le titre Crying Freeman. Coproduction franco-canado-japonaise, le film aura un beau succès dans l'Hexagone, mais également en Asie, popularisant une nouvelle star montante du cinéma d'action en la personne de Mark Dacascos. Christophe Gans décrivant son film comme un poème d'amour à The Killer de John Woo, les critiques louant l'esthétique extrêmement soignée ainsi que le respect des décors et des codes propres au film de Yakuza. Fort de ce carton, il se lance en 1996 dans un autre projet jamais vu en France, une nouvelle adaptation de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Malheureusement, alors que les préparatifs avancent plutôt bien, la production est stoppée net et croyez-moi, c'est pas la première et ça sera pas la dernière fois qu'on annule un de ces films. 5 ans plus tard, c'est la consécration avec le film du jour,
qui pendant très longtemps était le film français le plus cher de l'histoire avec 32 millions d'euros, ayant eu un impact considérable dans le paysage cinématographique français. Puis, de nouveau 5 ans plus tard, il adapte un autre média très populaire avec le jeu vidéo, l'adaptation du jeu créé par Keiichiro Toyama, Silent Hill. S'inspirant des deux premiers Silent Hill, même si empruntant quelques éléments au troisième et quatrième opus, réunissant au casting Radha Mitchell, Sean Bean et Laurie Holden, le film, souvent considéré comme la meilleure adaptation de jeux vidéo à ce jour, alors qu'à l'époque le cinéaste avait reçu des menaces de mort, carrément, propose une ambiance malsaine et pesante, armée de beaux visuels, ainsi que des plans iconiques comme l'apparition de Pyramid Head. Un beau succès rapportant presque 100 millions de dollars dans le monde, enchaînant en 2012 sur une suite dont je ne dirai rien pour ne pas m'énerver. Après 8 ans de disette à essayer de développer des projets qui ne verront jamais le jour, comme l'adaptation du jeu vidéo Onimusha, l'adaptation du roman allemand de Léo Perutz, le cavalier suédois, voire les BD Raon et Bob Moran, il s'attelle en 2014 à une nouvelle adaptation de La Belle et la Bête avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. Se rapprochant plus de la version de Jean Cocteau que celle créée par Disney, que le cinéaste d'ailleurs déteste. Si le film rapporte assez pour être rentable, il n'est pas exempt de défauts. La faute à une absence d'émotion malgré le talent de son casting et trop poussé dans la surenchère visuelle. Cependant, le savoir-faire est là pour créer un univers vivant merveilleux, proche des œuvres de Hayao Miyazaki et de sublimes décors qui seront récompensés au César. Ce sera pendant très longtemps son dernier film à ce jour. Comme à son habitude, il travaillait sur une adaptation de la BD créée par Hugo Pratt, Corto Maltese, mais le projet tombera à l'eau. Un de plus. Mais grosse annonce en 2022, Christophe Gans déclare qu'il reviendra à Silent Hill puisqu'il prépare une nouvelle adaptation du jeu vidéo basant cette fois son histoire sur Silent Hill 2. Intitulé Return to Silent Hill, le film est prévu pour une sortie en 2024. Il bosserait également sur une autre franchise jeu vidéo ludique sur grand écran, Project Zero ou Fatal Frame, mais peu d'infos pour l'instant. En à peine 4 longs métrages et autant de succès, Christophe Gans est un de ces rares cinéastes, en France en tout cas, à avoir su imposer la pop culture sur grand écran. Un vrai passionné du 7e art ayant permis de faire découvrir de nouveaux cinémas de tout horizon. Comme, vous croyez que je l'avais oublié, le cinéma hongkongais avec la célèbre revue HK Vidéo que certains de mes confrères connaissent forcément. Oh que oui. Oh oui. Oh que oui. Oui. Voilà. Soignant aussi bien l'esthétique que les influences qu'il rend hommage, que ce soit le cinéma américain, asiatique et européen, mais également l'univers du manga, de la BD et du jeu vidéo. Un cinéaste qui a toujours essayé de repousser plus loin les limites narratives et visuelles dans un cinéma de genre français trop renfermé dans ses convictions et dont le film du jour en est le parfait exemple. En effet, de 1764 à 1767, dans l'actuel département de la Lozère, a vécu la fameuse bête du Gévaudan. Ayant tué plus d'une centaine de femmes et d'enfants, une véritable légende s'est créée autour de ça, de la nature même de cette chose. Loup-garou, bête exotique échappée d'un cirque, complot contre Louis XV, châtiment divin, bref, plusieurs théories plus ou moins fumeuses. De cette histoire est né des contes et des films. Après une première adaptation pour la télévision en 1967 par Yves-André Hubert, le scénariste Stéphane Cabel, 30 ans plus tard, en propose une nouvelle version, plus moderne, en partenariat avec Canal+. Très rapidement, Christophe Gans, ayant toujours été fasciné par les films de Cap et d'épée, est intéressé pour le réaliser. Ainsi sort en 2001 le Pacte des loups. L'histoire en 1765, une bête monstrueuse sévit dans les montagnes du Gévaudan, faisant de nombreuses victimes. Très rapidement, la peur s'installe dans la région. L'affaire prend une dimension nationale portant atteinte au roi. Dès lors est envoyé le chevalier Grégoire de Fronsac, accompagné de son fidèle ami iroquois Mani. Il a pour mission d'élucider le mystère de la bête du Gévaudan. Très vite, il va se heurter à l'animosité des hautes sphères de la région, comprenant que la menace bestiale n'agit pas seule. Qu'on aime ou pas le style de Christophe Gans, le Pacte des loups est une date dans l'histoire du cinéma français. Plus de 20 ans après sa sortie, son impact est tel que peu de films de cette envergure sont sortis chez nous, confirmant cette anomalie artistique dans l'Hexagone. Un improbable mélange des genres entre films d'aventure, de monstres et d'arts martiaux, une proposition aussi jamais vue que soignée, montrant qu'avec de gros moyens et des talents investis, le cinéma de divertissement français pouvait, pendant un moment, rivaliser avec le cinéma de divertissement américain pour imposer le Pacte des loups comme l'une de ses plus belles réussites. Et pourtant, s'il garde une bonne réputation aux États-Unis, paradoxalement, il ne fait pas l'unanimité chez nous, comme tous les films de Christophe Gans, vous allez me dire. Par ses audaces, ses excès et ses références, le Pacte des loups aurait dû s'imposer comme le renouveau du cinéma d'action français
Or, ça n'a pas vraiment été le cas. Certaines œuvres ont tenté de suivre le mouvement, comme les Rivières pourpres, Vidocq, voire Largo Winch, mais l'impact n'a pas été le même. Bien sûr, on a eu le 5e élément sorti quelques années auparavant, mais Luc Besson avait la chance d'avoir des stars internationales pour mieux vendre son film à l'étranger. Ici, le casting est, à une exception près, on va y venir, 100% francophone. Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Bernard Farcy, ainsi que des jeunes pousses comme Émilie de Cohen, Jérémy Régnier ou le regretté Gaspard Ulliel dans un petit rôle. D'ailleurs, je me demande comment Vincent Cassel l'a pris quand on lui a dit que Samuel Le Bihan baisait sa femme dans le film. Cela te fera un souvenir de moi. Et il y a Marc Dacascos, que le cinéaste retrouve 6 ans après Crying Freeman. Très influencé par les lectures de Robert Howard, il incarne la principale attraction de cette méga production. Un chaman guerrier, adepte des arts martiaux, et donc Christophe Gans, fin connaisseur des films de Kung-Fu, en profite pour le mettre le plus efficacement possible en valeur lors d'affrontements impressionnants. Un personnage fascinant dont le sacrifice avant le dernier tiers du film va permettre à Grégoire de Fronsac d'en absorber son esprit en lui et avoir la force nécessaire pour combattre les responsables de cette affaire et en même temps la mort de son ami. Un bel hommage au cinéma de la Shaw Brothers, en particulier celui de Shang-Chi, réalisateur de la trilogie culte du Sabreur Manchot et du Retour de l'Hirondelle d'Or. D'ailleurs, pour les chorégraphies des combats, Christophe Gans fera appel au légendaire Philippe Kwok, qui avait notamment bossé avec Shang-Chi sur les 5 venins mortels et les combats musclés du Kung Fu, comme quoi la boucle est bouclée. Bref, le Pacte des loups, ça chiait la classe. Ça débordait d'un sens minutieux du cadre pour nous en mettre plein la gueule à travers une mise en scène classieuse qui embrassait le chemin de l'action pure avec une approche fantastique bienvenue. Et si on peut remarquer des dialogues pompeux, des éclairages mal gérés et des effets spéciaux qui pour certains accusent le temps par les progrès technologiques, encore que la nouvelle restauration 4K redonne une seconde vie à l'œuvre, Christophe Gans y démonte pendant 2h20 son rapport au cinéma, à l'image par un spectacle généreux et sincère pour marquer les esprits. Une œuvre somme. Un film complexe ne souffrant jamais de sa surenchère, ne serait-ce que sur l'aspect de la bête. Créé par la Jim Henson Creature Shop, la boîte d'effets spéciaux du créateur des Muppets et de Dark Crystal, la créature reste encore aujourd'hui impressionnante dans ses mouvements et ses attaques à une époque où le numérique commençait à peine à se démocratiser. Sur fond de mythe historique, même si prenant quelques libertés, ce qu'on lui a reproché d'ailleurs à sa sortie, le fait qu'on nous présente des Français pratiquant les arts martiaux, le domicile de la famille Morangias, la mort de la première bête en 1765 et non en 1766, ou tout simplement la conspiration entourant la créature, le fait par exemple qu'elle avait un maître, ce ne sont que des théories. Mais ça reste malgré tout cohérent dans la diégèse du film. Quelle sorte de jardinier êtes-vous ? Quand vos hommes ont tué la bête, capitaine, Sa Majesté tient beaucoup à ce qu'elle soit ramenée, étudiée et conservée à Paris. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser sitôt après la chasse. Pour l'instant, j'essaye de la connaître. Bon Dieu, avec une telle mâchoire, cette bête doit peser 500 livres. En cela, l'approche très western prend tout son sens avec la peur de l'étranger, le regard extrêmement cynique sur les chasseurs et l'instinct de l'homme face au danger, le tout sur les plaines enneigées et boueuses que n'aurait pas renié un certain Sergio Corbucci. Le Pacte des loups porte en lui l'incontestable volonté de faire du grand cinéma et de laisser une trace par son sujet angoissant, son ambiance pesante et le talent de ses interprètes. Le Pacte des loups n'est pas qu'un film misant que sur ses scènes d'action et ses combats. C'est également une œuvre profondément humaniste et intellectuelle, que ce soit la cause animale, d'une pure cruauté, mais aussi les différences culturelles. Manie a ses propres croyances. Chez lui, il était une sorte de curé, pourrait-on dire. Ah, les Indiens ont des curés, alors ils sont perdus. Quelles sont au juste leurs croyances ? Les Mohawks pensent qu'à chaque homme correspond un esprit animal. Ils appellent totem. Messieurs, dames,
il est l'heure de conclure. Nous emmenant jamais là où on l'attend, Le Pacte des loups est une œuvre unique en son genre, imprévisible, ne tombant jamais dans le ridicule et blindé de références aussi bien cinématographiques que jeux vidéo ludiques. Le combat final Grégoire de Fronsac et Jean-François de Morangias m'a direct fait penser à Soul Calibur, armé d'un casting en béton et d'une réal exemplaire pour raconter au mieux cet événement historique. Le Pacte des loups était en avance sur son temps et le revoir aujourd'hui avec l'honnêteté du contexte démontre un film difficile d'accès par son scénario ambigu et ses petites maladresses techniques, mais un pur ovni comme on aimerait en voir plus souvent. La surenchère n'est pas forcément un défaut quand derrière la caméra on a un pur cinéphile qui porte un véritable amour au cinéma populaire et dont certains devraient prendre exemple. Le Pacte des loups est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, Le Pacte des loups, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Une véritable méga production à la française qui mérite de marquer les esprits. Rien que l'ambition démesurée, pour moi, je suis obligé de respecter à 100% la démarche. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.